Sur le champ, le chef mécanicien explose devant tout le monde. Cette machine est morte pour de bon, petite, disparaît d'ici avant de te couvrir de ridicule. Les ouvriers s'arrêtent, l'ingénieur rit et il continue de l'humilier sans pitié. Mais quand elle monte dans la cabine et exige un silence absolu, elle fait un seul mouvement simple, rapide, qui fait pâlir le chef mécanicien sur le champ. Les ouvriers échangent des regards. L'ingénieur S étouffe, et personne ne comprend comment cette jeune femme a compris cela si vite. C était une matinée de septembre étouffante, de celles où le soleil provençal frappe sans pitié et la sueur coule avant même de commencer à travailler. Sur le chantier de l'autoroute A7, une gigantesque opération de pavage, évaluée à plusieurs millions d'euros, était au bord de l'effondrement total. Et tout cela à cause d'une machine. Pas n'importe quelle machine, mes amis. Une chargeuse pelleteuse Caterpillar, 950 MIB. Ce monstre jaune de 22 tonnes, 3,20 prengs de haut, avec un godet capable de déplacer 5,3 mètres de terre en une seule fois, et qui, ce matin-là, était complètement morte. Le moteur diesel Caterpillar C7, avec ses 6 cylindres et 221 chevaux, ne répondait tout simplement plus. Rien. Pas un claquement, pas une vibration, pas ce rugissement caractéristique qui fait trembler le sol quand l'une de ces géantes se réveille. Le système hydraulique à haute pression qui déplace cet énorme godet était bloqué comme si l'S était transformé en pierre. Et vous devez comprendre la gravité de la situation. Sans la chargeuse pelleteuse, tout le chantier s'arrêtait. 42 ouvriers, 23 chauffeurs de camions, 7 ingénieurs. Toutes ces familles dépendaient de cette machine pour continuer à travailler. L'entreprise de construction Dubois et Martin avait déjà fait appel à 3 ingénieurs spécialisés venus de Lyon, à 4 heures de route. 3 hommes diplômés, avec des diplômes accrochés au mur de leur bureau, avec des années d'expérience. Et savez-vous ce qu'ils ont dit? Une somme qui aurait fait exploser le budget du chantier et, probablement, aurait entraîné des licenciements massifs. Le désespoir s'emparait du chantier. C'est dans ce scénario de crise qu'apparaît notre protagoniste. Monique Dubois n'avait que 19 ans lorsque cette histoire s'est produite. 19 ans, vous m'entendez? Une jeune femme aux traits méditerranéens, marqués, la peau mate, embrassée par le soleil de la région, de longs cheveux noirs, toujours attachés en une queue de cheval pratique pour ne pas gêner le travail. Monique portait une salopette bleue délavée, tachée de vieille graisse que même 1000 lavages ne parvenaient pas à enlever, des bottes en cuir usées mais résistantes, et portait un sac à dos usé sur le dos qui semblait avoir connu des jours meilleurs. Mais laissez-moi vous raconter qui était vraiment cette jeune femme. Monique a grandi dans la banlieue de Marseille, dans le quartier de la Belle de Mai, au sein d'une famille modeste, où l'argent ne suffisait jamais. 200 € par mois. Monique a à peine connu son père, qui les a abandonnés quand elle avait 3 ans. Celle qui a vraiment élevé Monique fut son oncle Jean, Jean Dubois des Champs, un homme que sa propre famille appelait juste un mécanicien, comme si chez était peu de choses. Jean Dubois avait 68 ans et était une légende oubliée. Pendant 35 ans, il fut le chef mécanicien des opérations Caterpillar en Occitanie. Vous avez compris? L'homme maintenait en marche les machines les plus complexes du monde dans les conditions impossibles de la forêt des Landes, où l'humidité corrode tout, la boue obstrue les systèmes, la chaleur fait fondre les composants. Jean était l'homme qui résolvait l'impossible, par mois, et il a refusé. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas quitter l'Occitanie et sa famille. Retraité depuis 8 ans, Jean vivait de sa modeste pension dans une petite maison simple, dans le même quartier où Monique grandissait. Toute la famille le méprisait, pensant qu'il avait gâché sa vie en n'étant qu'un mécanicien. Mais Monique, depuis l'âge de 11 ans, voyait en lui quelque chose de différent. Elle l'accompagnait dans chaque petite réparation qu'il faisait pour les voisins, observait chaque mouvement, posait 1000 questions, absorbait les connaissances comme une éponge assoiffée. Jean trouva en cette jeune fille curieuse l'élève qu'il avait toujours rêvé d'avoir et lui enseigna tout ce qu'il savait sur la mécanique diesel, les systèmes hydrauliques, les transmissions différentielles, tout.
Mais Monique ne s'est pas contentée de cela. Alors qu'elle travaillait le jour dans un petit atelier de moto, gagnant 900 € par mois, elle étudiait le soir au CFA, en formation technique de mécanique diesel. Elle était la seule femme de la classe. Ses camarades faisaient des blagues cruelles, la traitant de camionneuse, disant qu'elle voulait être un homme, faisant des commentaires dégoûtants sur son corps. Monique endurait en silence parce que chaque mot faisait mal, mais la connaissance valait la peine. Et ce n'est pas tout. De son propre chef, utilisant l'Internet du cybercafé du quartier, payant 2 € de l'heure. Monique téléchargeait des manuels techniques en anglais sur les systèmes électroniques modernes d'injection diesel. Elle passait des nuits entières à étudier, traduisant mot par mot, avec l'aide de Google Traduction, apprenant sur les modules ECM, les capteurs de pression, les systèmes HPCR, que même son oncle Jean ne maîtrisait pas complètement. Elle savait que l'avenir de la mécanique résidait dans les systèmes électroniques et elle s'est préparée. Beaucoup de gens appelaient Monique l'Indienne, pensant l'offenser, mais elle portait ses racines occitanes avec une immense fierté. Monique disait toujours « Les peuples autochtones sont les véritables gardiens de cette terre ». Mais je sais aussi que des machines comme les tracteurs et les chargeuses pelleteuses sont essentielles pour apporter la dignité par le travail. Nous pouvons respecter la forêt tout en construisant la France. Elle défendait aussi ardemment les travailleurs du Nord qui venaient en Occitanie, disant que c'étaient eux qui construisèrent le pays à la sueur de leur front. Ce matin de septembre, quand Monique est arrivée sur le chantier, elle venait parce qu'un ouvrier qu'elle connaissait lui avait parlé de la chargeuse pelleteuse immobilisée. Monique a proposé son aide, et c'est à ce moment-là qu'elle a rencontré Renaud Leclerc. Renaud avait 52 ans et était tout ce que Monique n'était pas. Par mois en tant que chef mécanicien spécialement embauché par l'entreprise de construction. Grand, la peau claire, le ventre proéminent de quelqu'un qui mangeait trop bien, Renaud portait une salopette impeccable de la marque Dickies, des bottes 4 neuves qui brillaient et parlaient avec cette autorité de celui qui est habitué à être obéi. Mais Renaud portait quelque chose de bien plus lourd que ses outils, un préjugé profond et un vide émotionnel dévastateur. Divorcé depuis 5 ans d'une femme qu'il avait quittée en disant qu'il était froid et arrogant. Renaud était éloigné de ses 3 enfants qui refusèrent de répondre à ses appels. Il compensait sa solitude par une arrogance défensive et avait un mépris viscéral pour les gens du Nord, les autochtones et surtout pour les femmes en mécanique. Pour Renaud, la mécanique était un travail d'homme et la présence d'une femme sur son territoire professionnel était une insulte personnelle. Renaud se tourna vers elle avec un regard qui mêlait surprise et mépris absolu. Il parla fort, s'assurant que tous les ouvriers autour entendent. Monique respira profondément. « Je suis mécanicienne, je travaille avec des machines lourdes. Peut-être que je peux aider à identifier le problème. » Ce qui s'est passé ensuite fut quelque chose que Monique n'oublierait jamais. Renaud commença à rire. Pas un rire discret, mais un rire fort, exagéré, théâtral. Il regarda autour de lui les autres hommes et commença son spectacle d'humiliation. « Les gars, vous voyez ça ?» cria Renaud, marchant en cercle comme un acteur sur une scène. Une gamine de 19 ans, une petite femme, veut m'apprendre la mécanique, veut m'apprendre à moi qui ai 30 ans de métier. Plus de 40 personnes s'arrêtèrent de travailler pour regarder. Ouvriers, chauffeurs de camions, aides, tous formant un cercle autour de la scène. Certains riaient avec Renaud, d'autres regardèrent le sol, gênés. Regardez ses vêtements, les gars. Renaud continua en désignant la salopette usée de Monique. « C'est ça, la mécanique ?» Monique sentit le sang lui monter au visage, mais garda une voix ferme. « Monsieur, je ne fais qu'offrir mon aide. J'ai étudié. » « Y étudier ?» Renaud l'interrompit avec un sarcasme venimeux. « Étudier où, petite indienne? Dans ces petites écoles de quartier, j'ai une certification internationale de Caterpillar. 3 ingénieurs diplômés d'université nationale ont déjà déclaré cette machine morte. Morte pour toujours. Et vous, avec votre culot, vous pensez pouvoir faire ce qu'ils n'ont pas réussi ?» Le terme « petite indienne » fut prononcé avec tant de mépris
que plusieurs hommes échangèrent des regards mal à l'aise. Mais personne ne défendit Monique. La peur de contredire Renaud, qui avait le pouvoir de décider qui restait ou partait du chantier, fit taire tout le monde. « Mes amis, ce que vous avez vu n'était que le début, car Renaud Leclerc n'était pas du genre à humilier une fois et à s'arrêter là, non. Il transforma cela en un spectacle complet, et ce qui se passa ensuite fut si cruel qu'aujourd'hui encore, cela fait mal à raconter. » Renaud marcha autour de Monique comme un prédateur encerclant sa proie, s'assurant que chacun de ses mots soit entendu par tous les 40 et quelques hommes qui avaient arrêté de travailler pour regarder. Le soleil de septembre frappait impitoyablement. La sueur coulait sur le visage de tous, mais personne ne bougeait. Cesse était comme s'ils étaient hypnotisés par cette cruauté publique. C'est que cette petite indienne ici ne connaît probablement même pas la différence entre un moteur diesel et un moteur à essence, continua Renaud, sa voix pleine de venin. Elle pense probablement que la chargeuse pelleteuse fonctionne avec la petite reine du village. Quelques rires nerveux résonnèrent parmi les hommes. Monique sentit les larmes brûler ses yeux, mais refusa de les laisser couler. Elle serra les poings dans les poches de sa salopette usée, ses ongles s'enfonçant dans les paumes de ses mains. Elle n'allait pas lui donner la satisfaction de la voir pleurer. « Monsieur Renaud !» La voix de Monique sortit plus ferme qu'elle ne l'avait espéré. « J'ai vraiment étudié les systèmes d'injection diesel modernes. J'ai étudié... » Renaud rugit pratiquement, s'approchant si près d'elle que Monique put sentir l'odeur de vieux café dans son haleine. « Vous voulez savoir ce que j'en pense, petite ? Je pense que vous devriez être à la maison, à vous occuper des enfants, à laver le linge, à faire la cuisine. Ça, c'est la place d'une femme. Pas ici, pas au milieu de vrais hommes, pas en faisant semblant de comprendre des machines qui coûtent plus cher que toute votre maison. » C'est à ce moment-là que Théodore Lefebvre, l'ingénieur en chef du chantier, un homme de 61 ans aux cheveux gris et à la posture militaire, s'approcha. Monique sentit un éclair d'espoir. Peut-être allait-il la défendre, mettre de l'ordre, mais ce que Théodore dit détruisit tout espoir. La petite doit apprendre sa place, Renaud. Théodore parla avec un rire condescendant. Laissez-la partir avec un peu de honte. C'est bon pour elle de grandir. Monique sentit comme si elle avait reçu un coup de poing dans l'estomac. Même l'ingénieur en chef, l'autorité suprême du chantier, était du côté de Renaud. Elle regarda autour d'elle, cherchant un visage ami, quelqu'un qui dirait que C était mal. Et c'est là qu'elle vit Raymond. Raymond était un ouvrier de 71 ans. Originaire du Nord, de Lille, qui était venu en Occitanie il y a 40 ans à la recherche de travail. Il était là dans la foule, et Monique vit la colère imprimée sur son visage ridé par le soleil. Raymond fit un pas en avant. « Monsieur Renaud, avec tout le respect que je vous dois, vous dépassez les bornes. » Raymond dit de sa voix rauque, de quelqu'un qui a fumé toute sa vie. La jeune femme n'a fait qu'offrir son aide. Renaud tourna comme un serpent attaquant. Vous voulez aussi donner votre avis? Vous qui ne servez qu'à porter des outils. Vous, les gens du Nord, vous êtes tous pareils. Vous pensez que parce que vous êtes venus tenter votre chance ici, vous avez le droit d'avoir une opinion. Vous et cette indienne ignorante faites la paire parfaite, les inutiles du chantier. Raymond ferma la bouche, humilié publiquement lui aussi. Monique vit la honte envahir le visage du vieil ouvrier et quelque chose en elle se brisa. Ce n'était pas seulement à propos d'elle, mais à propos de tous ceux qui étaient méprisés pour leur origine, leur couleur, leur genre, leur classe sociale. Mais Renaud n'avait pas encore terminé. Il reporta toute son attention sur Monique, et ce qu'il dit ensuite fut le pire. « Vous savez quoi, petite indienne ?» Renaud croisa les bras, ce sourire cruel sur le visage. « Laissez-moi vous dire une vérité sur cette machine ici. Cette Caterpillar 950 mètres a été examinée par 3 ingénieurs, 3 hommes diplômés d'une université nationale, des hommes qui ont vraiment étudié, pas dans ces petites écoles de pauvres que vous fréquentez. Et savez-vous ce qu'ils ont dit? Que cette machine était morte, morte pour toujours. Son moteur, avec ses 6 cylindres et 221 chevaux, est irrécupérable. Vous avez compris ce grand mot ou voulez-vous que je l'explique lentement?
Monique respira profondément. « Je sais ce que signifie irrécupérable, monsieur, mais parfois rien. » Renaud explosa de nouveau. « Vous avez l'audace, la prétention de croire que vous en savez plus que 3 ingénieurs spécialisés. Vous, une jeune fille de 19 ans, une indienne de banlieue qui a probablement à peine terminé le lycée. »« J'ai terminé, » dit Monique doucement, « et j'ai fait une formation technique au CFA. » Le rire de Renaud résonna sur le chantier. « CFA? Ah, bien sûr, le CFA, cette petite école publique où n'importe qui peut entrer. Et vous pensez que le CFA vous donne l'autorité de remettre en question des ingénieurs diplômés de vraies universités ?» Théodore Lefebvre, l'ingénieur en chef, posa la main sur l'épaule de Renaud dans un geste de camaraderie. « Renaud a raison, petite. Cette machine aura besoin d'un remplacement total du moteur. C'est déjà décidé. Caterpillar va envoyer un nouveau moteur de Paris. Cela prendra 3 semaines. Le chantier prendra du retard, mais il n'y a pas d'autre solution. La machine est morte. Morte pour toujours. » Renaud répéta avec une satisfaction sadique, savourant chaque mot. « Vous avez compris, petite indienne? Morte, finie, c'est terminé, il n'y a pas de réparation. Et vous, venir ici avec vos vêtements sales et votre culot pour offrir votre aide, c'est le comble du ridicule. » C'est à ce moment-là que Monique prit la décision qui allait tout changer. Elle regarda directement dans les yeux de Renaud et, pour la première fois depuis qu'elle était arrivée là, sa voix sortit sans aucun tremblement. « Et si je prouve que vous avez tort ?» Le silence qui tomba sur le chantier fut si profond qu'on pouvait entendre le vent chaud de la Provence siffler entre les arbres au loin. Renaud cligna des yeux, confus, comme s'il n'était pas sûr d'avoir bien entendu ce que vous aviez dit. « J'ai dit Monique, » répéta-t-elle plus fort maintenant. « Et si je prouve que vous avez tort? Et si cette machine n'est pas morte? Et si je parviens à diagnostiquer le vrai problème que ces 3 ingénieurs n'ont pas vu ?» L'expression de Renaud passa de la confusion à quelque chose de bien plus dangereux, une cruel amusement. Il regarda Théodore, qui sourit également. Était l'occasion parfaite de transformer cela en divertissement. « Ah, maintenant ça devient intéressant. » Renaud frappa dans ses mains. « La petite indienne veut faire un pari. Quel délice, les gars, faites attention. Ça va être bon. » Il marcha lentement autour de Monique, de nouveau, comme un avocat préparant son dossier devant un jury. « Très bien, petite. Faisons comme ça. Si vous, et vous seul, sans l'aide de personne, parvenez à diagnostiquer correctement quel est le problème de cette machine que 3 ingénieurs ont déclarée morte, je m'agenouillerai ici, devant tout le monde, et je demanderai pardon. J'admettrai que j'avais tort. Je reconnaîtrai que vous en savez plus que moi. » Plusieurs hommes commencèrent à sortir leur téléphone portable de leur poche, filmant. Ils voulaient enregistrer ce qu'ils pensaient être l'humiliation finale de Monique. Mais Renaud leva un doigt, le sourire cruel élargissant. « Quand vous échouerez, et vous échouerez parce que vous n'êtes qu'une jeune fille ignorante faisant semblant d'être mécanicienne, vous ferez ceci. Vous admettrez à voix haute, pour que tout le monde entende et enregistre, qu'une femme ne sert à rien en mécanique lourde. Vous direz que vous aviez tort, que était de la prétention de votre part et que vous n'offrirez plus jamais vos services sur aucun chantier de cette région. Vous serez banni. Fini votre petite comédie de mécanicienne. C'est d'accord ?» Monique sentit son cœur battre si fort qu'il semblait vouloir sortir de sa poitrine. Elle pensa à son oncle Jean, à toutes les années qu'il avait consacrées à l'enseigner, à toutes les nuits qu'elle avait passées à étudier seule. Elle pensa à Raymond, le vieil homme du Nord, qui avait tenté de la défendre et avait été humilié. Elle pensa aussi à toutes les fois où elle avait été appelée « petite indienne », comme si était une insulte, alors qu'en réalité ses racines occitanes étaient une immense source de fierté. Et puis, elle pensa à quelque chose que son oncle Jean disait toujours. « Monique, ma fille, une machine ne ment pas. Une machine n'a pas de préjugés, une machine dit la vérité si tu sais écouter. » Monique tendit la main, fermée. « Abonnez-vous à la chaîne et dites-nous en commentaire d'où en France vous regardez. »
Renaud lui serra la main avec une force excessive, essayant de lui faire mal, ce sourire de prédateur sur le visage. « Merveilleux, Théodore, vous êtes témoin, les gars, vous êtes tous témoins, c'est enregistré. » Théodore Lefebvre croisa les bras, souriant. « Je témoigne, mes petites, êtes-vous sûres? Vous allez le regretter. »« J'en suis sûr, » dit Monique, et sa voix ne trembla pas. Renaud fit un pas en arrière, ouvrant les bras dans un geste théâtral. « Alors vas-y, petite indienne, montre ton talent, diagnostique le problème que 3 ingénieurs spécialisés n'ont pas réussi à résoudre. Montre que toi, une jeune fille de 19 ans qui a à peine terminé le CFA, est plus intelligente que des hommes avec des décennies d'expérience. Vas-y, j'attends. Tout le monde attend. » Plus de 15 hommes filmaient maintenant avec leur téléphone portable. Ils étaient absolument certains qu'ils étaient sur le point d'assister à l'échec humiliant de Monique et voulaient enregistrer chaque seconde. Monique marcha jusque à la gigantesque chargeuse pelleteuse Caterpillar 950. 22 tonnes d'acier et de technologie, 3,20 mètres de haut. Ce jaune caractéristique de Caterpillar, maintenant poussiéreux par la terre rouge d'Occitanie, l'énorme godet, capable de déplacer 5,3 mètres de terre, était abaissé et immobile, comme un géant endormi qui ne se réveillerait plus jamais. Elle posa sa main sur le métal chaud de la machine et ferma les yeux un instant. Au fond de son esprit, elle entendit la voix de son oncle Jean. « Première chose, ma fille, écoute la machine. Une machine parle toujours. Tu as juste besoin de connaître sa langue. » Monique monta dans la cabine de la chargeuse pelleteuse. L'intérieur était suffocant, le cuir des sièges brûlant de chaleur. Elle s'assit sur le siège de l'opérateur, sentant le poids de ce moment. Renaud et tous les autres observaient d'en bas, attendant, certains riant déjà d'avance. « Silence !» cria Monique de la cabine. Renaud fit un geste sarcastique. « Vous avez entendu la petite? Elle a besoin de silence. Donnez-lui le silence, les gars. Laissez-la faire son petit numéro. » Le chantier devint silencieux. Monique tourna la clé de contact. Rien. Pas un clic, pas un soupir. Pas cette vibration initiale qui précède le démarrage. Elle essaya de nouveau. Rien. Une 3e fois. Absolument rien. La machine était complètement morte, mais Monique écoutait quelque chose que personne d'autre ne écoutait. Et puis elle vit ce que les 3 ingénieurs spécialisés n'avaient pas vu. Vit ce que Renaud, avec toute son arrogance, n'avait pas cherché. Monique descendit de la cabine avec des mouvements décidés et regarda à l'intérieur avec des yeux que Renaud méprisait, mais qui voyèrent la vérité. Et mes chers amis, ce qui se passa ensuite fut le début du plus grand revirement que ce chantier ait jamais vu, avec une concentration absolue qui contrastait brutalement avec le cirque d'humiliation que Renaud avait monté quelques minutes auparavant. Ses mains, petites mais calleuses d'années de travail avec le métal et la graisse, touchaient des composants, testaient des connexions, vérifiaient des tuyaux. Le silence sur le chantier était si profond que le seul son était le vent chaud soufflant entre les arbres au loin et le bruissement occasionnel d'un ouvrier changeant de position. Renaud observait les bras croisés, ce sourire de satisfaction anticipé sur le visage. Il était vraiment différent de tous les autres. 1,85 de haut, la peau claire qui contrastait avec la plupart des travailleurs basanés d'Occitanie, des traits nettement européens qu'il adorait mettre en avant quand il le voulait. Renaud Leclerc était parisien de naissance, fils d'immigrants italiens de la région de Vénétie, arrivé en France dans les années 1960. Son grand-père paternel, Giuseppe Leclerc, avait été mécanicien naval au port de Marseille, et Renaud grandit en écoutant des histoires sur la supériorité européenne, sur la façon dont les Italiens avaient construit l'Europe avec un vrai travail. Quand Renaud déménagea à Toulouse à 25 ans, il emporta avec lui non seulement les connaissances techniques qu'il avait apprises dans les écoles chères de Paris, mais aussi un complexe de supériorité raciale et culturelle qui ne fit qu'empirer avec les années. Pour lui, sa taille, ses traits européens, sa peau claire,
son nom de famille italien, étaient des preuves qu'il était naturellement supérieur aux gens de la région du Sud-Ouest. Il voyait les travailleurs occitans, en particulier les autochtones et les gens du Nord, comme inférieurs, comme des personnes qui devraient être reconnaissantes de travailler sous ses ordres. « Et alors, petite indienne !» cria Renaud depuis sa position au sol, regardant Monique, qui examinait toujours le moteur. « Vous avez déjà découvert le problème, ou vous avez déjà réalisé que vous vous ridiculisez ?» Monique ne répondit pas. Elle continua d'examiner, ses mains touchant maintenant la région du système d'injection à haute pression. Les 3 ingénieurs qui avaient déclaré la machine morte S étaient complètement concentrés sur la pompe d'injection HP3, supposant une défaillance mécanique. Ils avaient testé la pression, purgé les lignes, vérifié les filtres, démonté des composants. Tout fonctionnait mécaniquement. C'est pourquoi ils avaient déclaré que le problème était terminal, qu'il serait nécessaire de remplacer le moteur entier. Mais Monique cherchait quelque chose de différent, quelque chose qui nécessitait la connaissance des systèmes électroniques modernes qu'elle avait étudiés seule pendant des années. Et puis, ses yeux trouvèrent ce qu'il cherchait, le capteur de pression du rail haute pression. Théodore Lefebvre, l'ingénieur en chef, regarda sa montre Casio dorée et soupira, impatient. « Renaud, je crois que ça suffit. La petite ne sait pas ce qu'elle fait. Mettons fin à cette mascarade. »« Non, non. » Renaud leva la main théâtralement. « Laissez-la finir, elle a fait un pari. Elle doit le tenir, petite indienne. Vous avez encore 5 minutes. Après cela, vous admettrez qu'une femme ne sert à rien en mécanique, et vous disparaîtrez d'ici. » C'est à ce moment-là que Monique descendit de la machine et qui était son unique moyen de transport, avec le sac à dos usé attaché au porte-bagages. Elle sortit un vieil ordinateur portable Dell, écran de 14 pouces avec le cadre fissuré, des autocollants délavés sur le couvercle. Était un ordinateur de 5e ou 6e main qu'elle avait acheté dans une casse électronique pour 300 € et qu'elle avait elle-même restauré. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» rit Renaud. « Vous allez envoyer un email à la machine, vous allez chercher sur Google comment réparer. » Monique l'ignora complètement. Elle retourna à la chargeuse pelleteuse, ouvrit l'ordinateur portable et commença à chercher quelque chose de spécifique. Renaud, réalisant qu'elle prenait cela trop au sérieux, ressentit pour la première fois une légère gêne. Il s'approcha. « Qu'est-ce que vous faites ?» Monique localisa le port de diagnostic OBD de la machine, caché sous un panneau protecteur sur le côté du châssis. Elle connecta un câble adaptateur qu'elle avait elle-même assemblé en soudant des composants achetés dans des magasins électroniques et le brancha à l'ordinateur portable. « Vous n'avez même pas le bon équipement », fit remarquer Renaud d'un ton accusateur. « Vous utilisez un vieil ordinateur portable avec un logiciel piraté. Ça ne va pas marcher. » Mais Monique était déjà en train de taper des commandes. Elle avait passé 8 mois à étudier des tutoriels en anglais sur la façon de configurer des logiciels de diagnostic automobile sur des ordinateurs courants, comment faire de l'ingénierie inverse de protocoles de communication, comment adapter des câbles. Était probablement illégal, mais ça fonctionnait. L'écran de l'ordinateur portable commença à afficher des codes, des lignes d'information technique défilant rapidement. Monique tapait avec une vitesse surprenante, naviguant dans les menus, accédant au système, lisant des données que seule elle comprenait là. Renaud sentit le premier frisson de nervosité réelle. « Vous ne pouvez pas faire ça. Vous n'avez pas l'autorisation de Caterpillar pour accéder à ces systèmes. Je n'ai pas besoin d'autorisation pour lire les codes d'erreur, » répondit Monique sans quitter l'écran des yeux. Tout mécanicien compétent devrait faire cela avant de déclarer une machine morte. L'insulte implicite frappa Renaud comme une gifle. « Écoutez-moi, vous, j'ai trouvé !» cria Monique, et pour la première fois sa voix sortit avec une émotion réelle, presque triomphante. Elle tourna l'ordinateur portable pour que tous puissent voir l'écran. Sur l'interface du logiciel de diagnostic, clignotant en rouge, se trouvait un code P092. « Qu'est-ce que c'est ?» Théodore Lefebvre s'approcha en fronçant les sourcils.
Monique respira profondément. C'était le moment de montrer tout ce qu'elle savait. Le problème n'est pas mécanique, commença-t-elle. Et sa voix portait maintenant une autorité technique que personne n'attendait d'une jeune femme de 19 ans. Les 3 ingénieurs qui ont examiné cette machine ont diagnostiqué une défaillance de la pompe d'injection haute pression HP3. Ils ont supposé que le problème était mécanique, parce que le moteur ne démarre pas. Mais ils ont tort. La pompe est parfaite. D'impossible! Renault cracha pratiquement. Ils ont testé la pompe, mesuré la pression, testé mécaniquement. Monique continua, regardant maintenant directement Renault. Mais personne n'a connecté un ordinateur de diagnostic pour lire les codes d'erreur du module ECM. Personne n'a vérifié le système électronique, et c'est exactement là que se trouve le problème. Elle montra l'écran de l'ordinateur portable. Code PSISO 92. Signification. Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low Input. En français, capteur de pression du rail de carburant avec entrée basse. Le capteur de pression du système HPCR, High Pressure Common Rail, est défectueux. Il envoie des données complètement erronées au module ECM. Théodore secoua la tête, confus. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec le fait que le moteur ne démarre pas? Monique marcha jusqu'au moteur ouvert et désigna un composant spécifique. C'est le capteur de pression, numéro de pièce Caterpillar 32364. Il surveille la pression dans le rail haute pression, où le diesel est stocké avant d'être injecté dans les cylindres. Avec un système ACERT, il fonctionne avec une pression nominale de 1600 bars. 1600 bars, c'est une pression absurde, suffisante pour couper l'acier. C'est pourquoi le système a des protections électroniques rigoureuses. Elle retourna à l'ordinateur portable et montra des chiffres à l'écran. Ce capteur défectueux envoie d'une lecture de 2400 bars à l'ECM. 2400 bars. Le module, interprétant cela comme une surpression dangereuse qui pourrait faire exploser tout le système, entre automatiquement en mode de sécurité et coupe complètement l'injection de carburant. C'est pourquoi le moteur ne démarre pas. Il n'est pas mort. Il a été éteint par le système de protection lui-même. Le silence qui tomba sur le chantier fut différent de tous les précédents. Ce N n'était pas un silence d'attente ou de cruauté anticipée. C était un silence de choc absolu. Monique continua, implacable. Ce modèle 950M a un système de double injection pilote et principale. Le calage de l'injection, le moment exact où le diesel entre dans les cylindres, dépend à 100% des lectures précises de ce capteur. Un capteur défectueux paralyse tout, mais le moteur lui-même, la pompe, les injecteurs, tout fonctionne parfaitement. Des euros seraient de l'argent jeté par les fenêtres. Renault était pâle. Il ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son n'en sortit. « Combien coûte ce capteur ?» demanda Théodore. Sa voix, maintenant, sans aucune trace de condescendance. « 890 €, répondit Monique. « C'est la différence entre un diagnostic correct et un diagnostic paresseux. » Mensonge. Renault retrouva enfin sa voix, mais elle sortit stridente, désespérée. « Vous inventez tout ça. Vous avez configuré cet ordinateur pour montrer ce que vous voulez. C'est de la fraude. » Monique le regarda avec un calme dévastateur. « Alors dites-moi, monsieur Renault, pourquoi les 3 ingénieurs spécialisés n'ont-ils pas connecté un ordinateur de diagnostic? Pourquoi personne n'a lu les codes d'erreur de l'ECM? Pourquoi tous ont-ils supposé une défaillance mécanique sans vérifier le système électronique d'abord ?» Renault n'avait pas de réponse. Ses traits italiens, qu'il avait toujours utilisés comme symbole de supériorité, étaient maintenant contorsionnés dans une expression de défaite et de fureur impuissante. « Je vais remplacer ce capteur maintenant devant tout le monde et cette machine va reprendre vie. » Monique dit, « Et quand cela arrivera, vous tiendrez votre promesse, vous vous agenouillerez et demanderez pardon. » Renault s'accrocha à la dernière lueur d'espoir. Monique sourit pour la première fois depuis qu'elle était arrivée là. Ce fut un petit sourire, mais chargé d'une victoire anticipée. Elle retourna à sa moto et de son sac à dos usé, elle retira une petite boîte Caterpillar, scellée avec le code 32364, imprimé sur le côté. «
Je transporte toujours des capteurs de pression avec moi, dit-elle. Ce sont les composants électroniques qui tombent le plus souvent en panne sur les machines lourdes modernes. J'en ai acheté 3 avec l'argent que j'ai économisé en 6 mois, 300 € chacun, chez le petit revendeur du coin. Mais ce sont des pièces Caterpillar originales. Renault chancela en arrière, comme s'il avait été poussé. Théodore Lefebvre regardait Monique avec une expression qui mêlait étonnement et quelque chose proche de l'admiration. Raymond, le vieil ouvrier du Nord, qui avait tenté de défendre Monique auparavant, commença à sourire et puis il commença à applaudir. Lentement au début, puis plus vite. D'autres ouvriers, principalement ceux du Nord, et les quelques autochtones du chantier, commencèrent à l'imiter. Les applaudissements montèrent jusqu'à devenir assourdissants, et Renaud Leclerc, le chef mécanicien parisien aux traits italiens, qui se croyait supérieur à tous, réalisa qu'il venait d'être humilié par la petite indienne qu'il avait tant méprisée. Monique prit sa boîte à outils, une vieille mallette en métal rouge délavé qui avait appartenu à son oncle Jean dans les années 1980, et commença à travailler. Ses mains se mouvaient avec une précision chirurgicale, déconnectant le capteur défectueux du système HPCR. Le composant mesurait environ 8 cm de long, cylindrique, avec un connecteur électrique à 6 broches à l'extrémité. Quand elle le retira complètement et le montra à tous, le défaut devint visible. Il y avait de la corrosion verdâtre sur les broches du connecteur, causée par l'humidité extrême de la Provence, qui s'infiltrait même dans les joints les plus résistants. « Vous avez vu ?» Monique leva le capteur défectueux. « Corrosion sur les contacts électriques. Cela provoque une lecture erratique. L'ECM l'interprète comme une défaillance critique et coupe tout. Il n'y a rien de mal avec le moteur. Rien. » Elle installa le nouveau capteur en moins de 15 minutes, connecta les câbles, vérifia les joints, nettoya les contacts avec un spray nettoyant contact qu'elle transportait dans son sac à dos. Puis elle retourna à l'ordinateur portable, réinitialisa les codes d'erreur du module ECM, suivant la procédure correcte qu'elle avait mémorisée des manuels techniques en anglais. Chaque étape était exécutée avec une confiance absolue. Renaud observait dans un silence sépulcral, le visage de plus en plus pâle. Théodore Lefebvre était maintenant complètement concentré sur le travail de Monique, sa posture changeant progressivement du scepticisme à la reconnaissance. « Prêt !» annonça Monique après 23 minutes de travail. « Je vais démarrer maintenant. » Elle monta dans la cabine de la chargeuse pelleteuse, s'assit sur le siège de l'opérateur et tourna la clé de contact. Pendant 2 secondes, il n'y eut rien d'autre que le son du démarreur tournant. Alors ça arriva. Le moteur 6 cylindres rugit de nouveau à la vie avec un son tonitruant qui fit vibrer le sol. 221 chevaux de puissance se réveillèrent d'un seul coup, ce rugissement caractéristique de diesel lourd emplissant le chantier. La fumée noire de la combustion initiale sortit par les échappements. Le système hydraulique répondit immédiatement, et Monique déplaça le godet géant de haut en bas, démontrant que tout fonctionnait parfaitement. La machine qui était morte pour toujours avait ressuscité. Le chantier explosa en applaudissements, cris, sifflements. Les ouvriers jetaient leurs casques en l'air, s'embrassaient les uns les autres. 42 familles qui étaient au bord du licenciement venaient de voir leurs emplois sauvés. Le chantier de 47 millions d'euros ne serait pas annulé. Tout cela à cause d'un capteur de 890 € qu'une jeune femme de 19 ans avait identifié en moins d'une demi-heure. Monique éteignit le moteur et descendit de la cabine. Des larmes coulaient librement sur son visage maintenant. Toute la tension accumulée, enfin libérée. Raymond, le vieil ouvrier du Nord, fut le premier à l'embrasser. Sa voix rauque, brisée par l'émotion. « Je savais, petite, je savais que tu étais douée. Que Dieu te bénisse. » D'autres ouvriers s'approchèrent, lui serrant la main, lui tapant dans le dos, mais tous les regards se tournèrent finalement vers Renaud Leclerc. Le chef mécanicien parisien était immobile au même endroit, les bras ballants le long du corps, complètement détruit. Rien de tout cela n'avait d'importance. Maintenant, il avait été vaincu complètement et publiquement par celle qu'il avait appelée
petite indienne ignorante. Théodore Lefebvre marcha jusqu'à Renaud et parla doucement, mais assez fermement pour que beaucoup entendent. Vous avez fait une promesse devant tout le monde, et cela a été enregistré. Renaud ferma les yeux. Il savait ce qu'il devait faire, mais chaque fibre de son être résistait. Son arrogance, construite au fil des décennies comme un bouclier contre ses propres insécurités et sa solitude, était démolie brique par brique. Renaud, répéta Théodore plus fermement, tenez votre parole. Le silence revint sur le chantier. Monique était immobile à 5 mètres de distance, essuyant toujours les larmes de son visage. Elle ne dit rien, elle attendit juste. Renaud ouvrit les yeux et marcha lentement jusqu'à Monique. Chaque pas semblait peser des tonnes. Quand il arriva devant elle, il hésita de longues secondes. Alors, lentement, il plia les genoux et s'agenouilla sur le sol de terre rouge d'Occitanie. Un homme de 1,85 m de haut, aux traits européens marqués, qui avait toujours utilisé son apparence comme symbole de supériorité, était agenouillé devant une jeune femme autochtone d'apparence humble qu'il avait brutalement ridiculisée. « Je demande pardon », commença Renaud, et sa voix sortit étranglée. « J'avais tort, complètement tort. » Mais avant qu'il ne puisse continuer, quelque chose d'inattendu se produisit. Une vieille coccinelle, 1968, bleu clair, avec la carrosserie tachée par la rouille et le moteur ronronnant irrégulièrement, entra sur le chantier. Le conducteur était un homme de 68 ans, petit, maigre, aux cheveux complètement blancs, portant une salopette usée, qui avait été bleue, mais était maintenant d'une couleur indéfinissable entre le gris et le marron. Jean Dubois-Deschamps, l'oncle Jean, était arrivé. Un ouvrier plus jeune l'avait appelé, lui racontant l'humiliation que Monique subissait, et Jean était parti en courant de chez lui. Mais il arriva trop tard, la bataille avait déjà été gagnée. Jean sortit de la coccinelle et resta immobile, observant la scène. Renaud agenouillé, Monique pleurant, la chargeuse pelleteuse fonctionnant en arrière-plan. Il comprit immédiatement tout. Au début, personne ne prêta beaucoup d'attention au vieil homme, juste un autre homme d'apparence humble arrivant sur le chantier. Mais alors, Raymond, l'ouvrier du Nord de 71 ans, tourna la tête et se figea. Ses yeux écarquillèrent, comme s'il voyait un fantôme. « Je n'y crois pas », murmura Raymond. Puis il cria « Mon Dieu, c'est Jean Dubois. Jean Dubois est ici. » Le nom résonna sur le chantier comme un coup de tonnerre. Les ouvriers plus âgés, ceux qui travaillaient dans la région depuis des décennies, commencèrent à se retourner, à regarder, à reconnaître. Un par un, les expressions passaient de la curiosité au choc absolu. Jean Dubois, un opérateur de pelle de 58 ans, laissa tomber sa gamelle et courut jusqu'au vieil homme. Monsieur Jean, le monsieur Jean de Caterpillar, Jean Dubois. Un autre cria « La légende est ici !» Théodore Lefebvre fronça les sourcils, confus. « Qui est Jean Dubois ?» Raymond se tourna vers l'ingénieur en chef avec une expression qui mêlait révérence et indignation. « Qui est Jean Dubois? Qui est Jean Dubois? Ingénieur, vous ne savez rien de l'histoire de la mécanique lourde dans cette région. » Jean marcha calmement jusqu'au centre de la foule, saluant timidement ceux qui le reconnaissaient. C était un homme d'une extrême humilité, mal à l'aise avec l'attention. Mais Raymond n'allait pas laisser passer cela. Cet homme, Raymond, désigna Jean avec vénération, est la plus grande légende vivante de la mécanique des machines lourdes en Occitanie. Dans les années 1990, il maintenait seul 40 machines Caterpillar en fonctionnement dans une opération d'extraction légale au milieu de la forêt, à 300 km de la station-service la plus proche. 300 km. Un autre ouvrier plus âgé, un homme appelé Valdemar, 63 ans, prit la parole. « J'ai travaillé avec Monsieur Jean en 1997 sur un chantier à Saint-Malo, une pelle 320D. Le système hydraulique est tombé en panne au milieu de la forêt sans pièces, sans outils adéquats. Monsieur Jean a fabriqué une pompe hydraulique en utilisant des pièces d'un vieux camion et de la ferraille. Il l'a fabriquée. La machine a fonctionné 6 mois de plus avec cette pompe improvisée. Caterpillar France lui a offert un poste d'ingénieur en chef à Paris. » Raymond continua, sa voix émue. « Par mois,
Et savez-vous ce qu'il a fait? Il a refusé. Il a dit qu'il ne quitterait pas l'Occitanie, qu'il n'abandonnerait pas sa famille et sa terre. Jean rougissait de gêne. Les gars, arrêtez ça. Je ne faisais que mon travail. Travail? Waldemar cria pratiquement. Monsieur Jean, vous avez sauvé mon emploi 3 fois. 3 fois. Quand tout le monde avait déjà abandonné, vous apparaissiez et résolviez le problème. Renaud, toujours agenouillé au sol, regardait Jean Dubois avec une expression d'horreur croissante. Il commençait à comprendre l'ampleur de son erreur. Cette petite indienne qu'il avait humiliée n'était pas seulement une mécanicienne talentueuse, elle était la protégée, l'élève, l'héritière d'une légende vivante. Jean marcha finalement jusqu'à Monique et posa sa main sur son épaule. « Tu vas bien, ma fille ?» Monique serra son oncle dans ses bras, sanglotant sur son épaule. « J'ai réussi, oncle Jean. J'ai réussi. »« Je sais que tu as réussi, » dit Jean avec une tendresse infinie. « J'ai toujours su que tu y arriverais. » Alors Jean se tourna vers la foule, et quand il parla, sa voix portait une autorité naturelle qui n'avait pas besoin d'être forte pour être entendue. « Cette jeune fille n'a pas appris qu'avec moi, » commença-t-il. « Elle m'a dépassé. Je comprends la mécanique diesel traditionnelle, les pompes mécaniques, les systèmes hydrauliques conventionnels, mais ces systèmes électroniques modernes, cette technologie d'injection informatisée, ces capteurs et modules, cela, elle l'a étudié seule. 2 ans à étudier des manuels en anglais que je ne parviens même pas à lire correctement. Pendant que vous la traitiez d'ignorante, elle apprenait l'ingénierie électronique automobile que la moitié des ingénieurs diplômés ne comprennent pas. Jean regarda la chargeuse pelleteuse en fonctionnement. Et ce n'est pas tout. Cette jeune fille comprend quelque chose que beaucoup de gens oublient. Elle défend les peuples autochtones et les gens du Nord que certains méprisent. Mais elle sait aussi que des machines comme celle-ci, qui déplacent la terre, qui ouvrent des routes, qui construisent la France, sont essentielles. Elle comprend que nous pouvons respecter la forêt tout en apportant la dignité par le travail. C'est une sagesse qu'aucun diplôme n'enseigne. Théodore Lefebvre était maintenant complètement honteux. Il s'approcha de Monique et parla avec une sincérité authentique. « Mademoiselle Monique, j'ai été un idiot. J'ai permis qu'une terrible injustice se produise. Veuillez accepter mes plus profondes excuses. » Renaud était toujours agenouillé, des larmes coulant maintenant sur son visage. L'arrogance avait été complètement détruite, ne laissant qu'un homme brisé, confrontant l'énormité de ses préjugés. Monique le regarda et fit quelque chose que personne n'attendait. Elle tendit la main. « Levez-vous, monsieur Renaud. » Renaud prit la main de Monique et se leva lentement, les jambes tremblantes. Il la regarda dans les yeux et dit d'une voix brisée « Vous avez tout le droit de me haïr, tout le droit. Ce que j'ai fait est impardonnable. J'ai failli vous détruire par pur préjugé, par arrogance. Par le fait de croire que mon origine, mon apparence, ma formation me rendaient supérieur. J'avais tort, surtout. » Monique respira profondément. « Monsieur Renaud, vous avez des connaissances. Vous êtes un bon mécanicien dans ce que vous maîtrisez. Le problème n'a jamais été votre technique, était votre cœur. Si monsieur veut vraiment changer, s'il veut apprendre à voir les gens pour ce qu'ils sont et non pour leur apparence ou leur origine, alors j'accepte de travailler avec monsieur, non pas pour vous, mais avec vous. » Ces mots brisèrent la dernière barrière de résistance en Alain. Il sanglota ouvertement, sans honte, devant tout le monde. L'humilité réelle, authentique, avait enfin trouvé sa place en lui. Philippe Dubois prit une décision immédiate. « Mademoiselle Nathalie, je souhaite vous offrir un contrat de superviseur technique pour ce chantier. 3 500 € par mois. Vous seriez responsable de l'entretien de toute notre flotte d'engins lourds. Nous avons 23 équipements ici, évalués à 4 millions d'euros. J'ai besoin de quelqu'un de compétent et vous venez de prouver que vous l'êtes. » Nathalie fut sous le choc. 50 000 €. Était plus d'argent qu'elle n'en avait vu de toute sa vie, plus que ce que sa mère gagnait en une année entière à cuisiner des repas scolaires. « Et monsieur Alain ?» demanda Nathalie. « Alain peut rester votre assistant s'il accepte ?» répondit Philippe. « Ce sera une inversion de hiérarchie, mais je crois que ce sera bon pour tout le monde. » Alain n'hésita pas une seconde. « J'accepte complètement. » Dans les heures qui suivirent,
Nathalie et Alain travaillèrent ensemble pour la première fois. Ils vérifièrent tous les systèmes de la chargeuse sur pneus, effectuèrent des tests complets, s'assurèrent que tout fonctionnait parfaitement. La machine qui était morte pour toujours fonctionnait maintenant comme neuve. 50 000 € qui auraient été dépensés inutilement. Le chantier était sauvé. 47 millions d'euros d'investissement. 42 familles d'ouvriers, 23 chauffeurs de camions, tous avec leurs emplois garantis grâce au diagnostic correct d'une jeune femme que presque tous avaient sous-estimé. 10 mois étaient écoulés depuis ce jour de septembre sur le chantier de Montpellier. Le soleil du matin éclairait le même endroit, mais tout était transformé. Nathalie Dubois, maintenant âgée de 20 ans, portait une nouvelle combinaison de la marque Caterpillar, des bottes de sécurité appropriées et transportait une tablette de diagnostic professionnel connectée à toutes les machines de la flotte. Elle était devenue la plus jeune superviseure technique de l'histoire de la société de construction Durand et Fils à Lyon, responsable de équipements valant des millions. Alain Lefebvre travaillait à ses côtés en tant qu'assistant technique. L'inversion de hiérarchie, qui aurait pu être humiliante, devint son salut. Alain retrouva enfin le contact avec ses 3 enfants, qui lui rendèrent maintenant régulièrement visite dans la Creuse. Il attribuait entièrement cette transformation à Nathalie, disant qu'elle avait réveillé l'humanité qu'il avait enfouie sous des couches d'arrogance et de préjugés. La relation entre Nathalie et Alain évolua vers quelque chose de semblable à une fraternité. Elle lui enseignait les systèmes électroniques modernes, tandis qu'ils partageaient des décennies d'expérience pratique. Ensemble, ils créèrent un duo extraordinairement efficace. Mais la plus grande transformation se produisit ailleurs, sur le terrain à côté du chantier. La société de construction Durand et Fils à Lyon construisit un hangar de 400 mètres. Une énorme pancarte à l'entrée disait « Programme-oncle Jean de formation en mécanique d'engins lourds ». Jean Dubois, enfin reconnu et valorisé, donnait des cours 3 fois par semaine sur la mécanique diesel traditionnelle, les systèmes hydrauliques et la maintenance préventive. Nathalie enseignait, elle, l'électronique automobile, le diagnostic informatisé et les systèmes d'injection modernes. Alain, dans son chemin de rédemption, donnait des cours sur les procédures de sécurité et l'éthique professionnelle. Le programme était entièrement gratuit et spécifiquement axé sur les jeunes des quartiers populaires et des zones rurales de la région, exactement ceux qu'Alain avait méprisés. En 10 mois, 47 jeunes étaient déjà formés, 19 jeunes issus de milieux défavorisés et 28 jeunes des zones rurales qui étaient venus dans la Creuse en quête d'opportunités. 1 800 € par mois. Monique, la mère de Nathalie, put enfin quitter son emploi épuisant de cuisinière scolaire. Nathalie acheta une maison simple, mais digne, dans le centre de Montpellier, avec 3 chambres, où elle, sa mère et son oncle Jean vivaient ensemble. Jean eut enfin la reconnaissance qu'il méritait, non pas de la famille qu'il avait toujours méprisée, mais de la communauté entière qui connaissait sa valeur. L'histoire de la façon dont une jeune femme de 19 ans avait sauvé un chantier de 47 millions d'euros et prouvé que la chargeuse sur pneus N était pas morte pour toujours, se répandit dans toute la Creuse et les départements voisins. Nathalie reçut des invitations à donner des conférences, apparut dans des émissions de radio locales, devint un symbole de résistance contre les préjugés, mais elle restait humble. Chaque matin, avant de commencer le travail, Nathalie visitait le hangar du programme Oncle Jean et discutait avec les élèves. Elle racontait son histoire, y compris l'humiliation qu'elle avait subie, car elle voulait qu'ils sachent que les préjugés font mal, mais ne définissent pas qui vous êtes. Vous allez rencontrer des gens qui vont vous sous-estimer, disait-elle aux jeunes, à cause de la couleur de votre peau, de votre origine, de votre accent, de votre apparence. Mais rappelez-vous, une machine n'a pas de préjugés. Une machine dit la vérité si vous savez écouter. Et quand vous prouverez votre compétence, quand vous montrerez votre valeur par le savoir et le travail, ces mêmes personnes qui ont douté devront reconnaître. Et certains, comme M. Alain, changeront même vraiment. Alain, présent à l'une de ces conférences, confirma d'un hochement de tête
les larmes aux yeux. Il n'oublierait jamais le jour où ses préjugés avaient failli coûter des millions, failli détruire des dizaines de familles et failli lui faire perdre complètement son humanité. La chargeuse, sur pneus Caterpillar 950 mètres, mais celle qui était morte pour toujours, continuait de fonctionner parfaitement. 10 000 heures de fonctionnement depuis la réparation, déplaçant de la terre, construisant des routes, aidant à développer la région. Le monument vivant prouvant que sous-estimer quelqu'un par préjugé est l'erreur la plus coûteuse que l'on puisse commettre. Et Nathalie Dubois, la jeune femme issue de milieux défavorisés à l'apparence humble, qui fut traitée d'ignorante, prouva que le savoir n'a pas de couleur, pas de genre, pas de classe sociale, il n'a que la vérité.